Hop là. Bon, du coup, on peut commencer. Alors, aujourd'hui, donc, comme prévu, on va faire un peu donc l'introduction à l'épigraphie. Alors, on va procéder en deux temps. D'abord, on va voir un petit peu tout ce qui va être qu'est-ce que c'est l'épigraphie, comment nous on l'utilise en tant qu'historien en histoire ancienne, puis là, on va faire que de l'épigraphie d'histoire ancienne, surtout à époque impériale, tardo-antique un peu, mais voilà, vraiment, ça va être époque impériale, donc pas de monarchie, pas de république, ou alors très peu. On n'a pas le temps de faire trop de trucs, donc on va se concentrer. Donc, dans un premier temps, voilà, on va voir ça. Et après, le but, c'est qu'on essaye, à la fin du cours, ou en tout cas, en ensemble, d'arriver à déjà essayer de décrypter donc, de l'épigraphie onomastique, c'est-à-dire les noms de citoyens romains. Donc, voilà, essayer ensemble sur des inscriptions simples, ou en tout cas des morceaux d'inscription, d'arriver déjà à retranscrire et à les traduire. Donc, tout d'abord, donc, épigraphie. Je ne sais pas si vous arrivez tous à voir. Peut-être toi, Alicia, tu verras pas ce que j'ai écrit au tableau, non? Je ne sais pas si tu vois ou pas. Non, pas trop, mais c'est pas. Ah oui, oui, là je vois, pas de problème. C'est bon. Euh, donc, en grec, épigraphé. Non, mais c'est ça. Donc, c'est comme ça. Donc, épi, ce qui est gravé, donc ça veut dire sur en latin, en grec, et graphé, c'est ce qui est gravé. Donc, ça vient de graphein en grec, qui veut dire écrire, écrire, graver. Donc, épigraphie, ce qui est gravé sur. Donc, en épigraphie, ça veut dire qu'on ne va pas travailler sur tout ce qui est papyrologie, manuscrit et tout, mais vraiment sur les inscriptions sur les matières donc, non périssables, non putrescibles. Donc, telles que, essentiellement, bah, ça va être la pierre surtout, parce que le bois, voilà, ça se modifie. Donc, ça va être essentiellement des inscriptions sur de la pierre, du marbre, ça peut être différentes matières, ça peut être des blocs calcaires, du marbre, donc voilà, de la pierre de taille, tout ça. Et donc, voilà, l'épigraphie, ça regroupe tout ce qui va être donc, la science des inscriptions sur ces matières-là. Donc, l'épigraphie, ça va se situer au croisement de différentes disciplines. Ça va être autant que la philologie, donc étude des textes, établissement des textes, tout ça. Ça va aussi, ça mélange un peu de paléographie, c'est-à-dire, ça va être ça sera le cours de la semaine prochaine, je crois, la paléographie. Donc, c'est voilà, étude des lettres, des formes de lettres, et du coup, c'est de comprendre qu'est-ce qu'elles signifient quand on les à la suite, voilà, les styles d'écriture. Donc, il y en a un peu dans l'épigraphie aussi, parce que toutes les lettres ne sont pas gravées de la même façon selon qu'on est à Rome, selon qu'on est à Carthage, donc en Afrique, selon qu'on est en Syrie. Donc, selon les provinces, on va avoir des modifications. L'archéologie aussi, forcément, parce que les pierres, on va les découvrir sur des sites de fouilles, sur des monuments. Donc, l'épigraphie, c'est une grosse dimension de l'archéologie. Quand on va trouver ces pierres, qu'est-ce qu'on en fait, comment on les travaille, comment on les conserve. Donc, ça, c'est important aussi, c'est un point important. L'épigraphie, elle va regrouper différents types d'inscriptions. Ça peut être des inscriptions publiques, donc on pense tout ce qui va être texte de loi, des décrets affichés voilà, aux yeux de tous. Ça va être aussi les bornes milliaires, par exemple. Donc sur les bords des routes, on va avoir des bornes qui vont voilà, indiquer une distance, qui vont indiquer voilà, un emplacement. Ça va être aussi des fois simplement sur des bâtiments. Vous avez déjà dû voir sur n'importe quel bâtiment des inscriptions, ben voilà, à Rome c'est pareil, on va avoir des inscriptions sur des bâtiments publics. On a aussi des inscriptions plutôt d'ordre privé, donc ça va être des dédicaces par exemple, sur un monument, ça va être une dédicace à telle personne, dans une maison, ça va être voilà, aussi une inscription au sein de la domus. Et après, on a aussi donc les ex-voto, c'est-à-dire les inscriptions dédiées à une divinité ou en tout cas un remerciement à un souhait, à un vœu, à une prière qui a été réalisée par un dieu. Donc, on va le remercier pour l'accomplissement d'une prière ou pour les faveurs qu'il nous a accordées. On a aussi les épitaphes. Donc, ça, vous devez savoir ce que c'est ce qui est sur les inscriptions funéraires qu'on va voir sur les tombes ou les sites funéraires. Donc, voilà, une inscription voilà, pour honorer un mort ou une famille qui repose à un endroit. Donc, en tout, dans le monde romain, on compte à peu près 200 000 inscriptions actuellement. C'est-à-dire qu'on en découvre encore. Hein. Il y en a qui sont conservées, hein. On a encore les pierres, il y en a dont on n'a plus que la retranscription, dont on a perdu la source originale, donc la pierre en question. Donc, en tout, là, dans le monde romain en latin, on a peut-être 200 000 inscriptions à l'heure actuelle. Alors, quels intérêts elles ont ces inscriptions pour l'historien et l'historien de la période antique? Donc, on en a vraiment plein. Pour l'illustrer, en fait, je vais prendre, donc sur votre exemplier, vous avez donc l'inscription 1259, qui est une capture d'écran d'un texte. Donc, pour illustrer,
Donc, les intérêts sont multiples. Ça peut être déjà, le premier intérêt, la datation. Sur un bâtiment, si vous trouvez une inscription, souvent qui mentionne, par exemple, le consulat d'un certain personnage ou l'année où il a revêtu telle ou telle préture, telle ou telle prêtrise, il a revêtu telle ou telle magistrature, on va savoir en quelle année ce bâtiment a été inauguré, par exemple, où la construction a été terminée, ou d'où va venir tel morceau de pierre, telle inscription. Parce que des fois, quand on a des bâtiments ou des réemplois de pierres, on va se retrouver avec des pierres qui ont été déplacées. Et donc, on va pouvoir des fois se dire, tiens, telle pierre qu'on a retrouvée sur un monument qui a été réutilisée, qui a été reconstruit au Moyen-Âge, on va se dire, on sait que cette pierre-là, elle vient de tel bâtiment, parce que dessus, il est marqué qu'elle a été donnée à tel endroit, pour telle personne, pour tel bâtiment. Donc, les intérêts, c'est la localisation, la datation, ça va être utile pour la datation. L'intérêt protopographique, donc ça, je crois que je vais le noter au tableau. Salut, vas-y, pas de souci. Donc, qu'est-ce que c'est que la protopographie? C'est-à-dire qu'ils savent ou pas? Peut-être pas l'historien de la salle, mais ceux qui n'ont jamais fait. Donc, la protopographie, ça va être l'étude d'une personne, d'un groupe de personnes, selon donc déjà son aspect biographique et aussi tout ce qui va être ses relations avec soit amicales, l'ensemble de ses relations sociales, politiques, amicales, religieuses, d'un ensemble ou d'une seule personne. Donc souvent, ça va être un ensemble de personnes. On va faire une prosopographie, par exemple, des chevaliers romains. C'est l'historien Claude Nicolet qui en a fait une, par exemple. Donc voilà, quels sont les chevaliers romains, quels sont leurs parcours, quelles sont les relations qu'ils entretiennent avec telle ou telle personne, leur cercle d'amis, leur cercle relationnel. Donc tout ça, c'est des ouvrages assez monumentaux, voilà, sur des groupes de personnes. Et donc, quand on va retrouver ces inscriptions, on va pouvoir savoir avec quelle personne côtoyer quelle personne, qui dédier. Quand on va avoir une inscription qui va être dédiée à quelqu'un, par quelqu'un, on va se dire, voilà, tiens, telle personne côtoyer ce cercle-là. Donc, on va aussi avoir l'ensemble des, comme ici, par exemple, vous avez donc un certain Vetus Agorius Praetextatus. Alicia, tu les as reçus du coup ou pas? Les inscriptions. Est-ce que tu peux suivre avec nous ou pas? Toujours pas? Et tu vois pas le. J'ai reçu. Si c'est les mêmes, j'ai reçu. Donc, c'est parfait. Ouais. Ah, normalement, c'est bon. Là, c'est ILS 1259, l'inscription qu'on est en train de suivre. Ah, ok, merci. Sur Vetus Agorius Praetextatus. Donc voilà, donc là, on a son nom. Donc déjà, voilà, c'est quelqu'un qu'on connaît, c'est un sénateur de la fin du IVe siècle, qui est né vers 320, qui est mort en 384. Donc, on va voir, vous voyez, là, c'est son inscription funéraire qui a été faite, soi-disant, par sa femme. Donc là, on a toute une grande partie, vous voyez, la première partie, le premier paragraphe, avec une liste de titulatures. On va voir, voilà, Augur, donc ça, il a été augure, c'est une prêtrise. Pontifex Vestae, donc prêtre des Vestales. Pontifex Solis, pontife du soleil. Queen Decemvir, donc on a tout un ensemble de fonctions qu'il a occupées, tout simplement. Et grâce à ça, on peut savoir voilà, dans quel cercle, dans quel milieu il s'est intégré, dans quel cercle il se trouvait. Donc, ça permet de constituer un peu le portrait de cette personne qui est sur l'inscription. Voilà, elle est particulièrement longue. Ici, vous voyez le début d'un poème qui a été gravé par sa femme. Bon, en vrai, le poème était déjà préparé à l'avance, enfin, c'était déjà prévu, mais. Et donc, hormis cette partie-là qu'on a même pas en entier, on a vraiment quelque chose, bon là, elle est assez grosse. Hein. Normalement, on n'en trouve pas des comme ça. Des fois, on a juste un nom avec des morceaux au milieu où il n'y a plus rien. Enfin, vous allez voir sur les prochaines. Donc là, on a quelque chose d'assez conséquent. Mais voilà, on a l'ensemble des titres, des prêtrises d'une personne, ça peut être un homme ou une femme. Hein. Et donc, ça permet de savoir dans quel cercle il s'insérait. Donc, cet aspect-là, il est très important pour l'historien parce que forcément, ça permet de mieux saisir et de savoir sur qui on travaille au sens de qui ils étaient vraiment. Ensuite, alors, donc là, c'est pour l'aspect vraiment théorique. Vous voyez, c'est vraiment un usage qui est multiple pour ces sources-là, ces sources épigraphiques. Donc, on en a vraiment beaucoup. Il y a des ouvrages assez conséquents sur à quoi sert l'épigraphie. Après, le but, c'est pas de vous faire non plus toute la liste. Mais vous voyez que quand on est historien, c'est vraiment des choses très importantes parce que tout simplement, c'est des sources primaires qui nous permettent de savoir finalement pas mal de choses selon ce qui est écrit dessus. Pour les historiens du droit, les décrets, on va les avoir sur ça. Pour les historiens, ceux qui s'intéressent à la géographie, les bornes minières, ça peut être intéressant pour savoir le système de route à Rome. Les historiens de la religion, ça va être
l'évolution des titres. Est-ce que dans une inscription du 4e ou du 2e siècle de notre ère, on va avoir les mêmes titres? Comment ça change? Est-ce qu'on va apparaître des titulature? Est-ce qu'on en voit disparaître? Au niveau même de la façon dont sont gravés les noms, on va voir qu'il y a des différences. Donc, tout ça, finalement, permet aussi, quand on sait les lire, quand on sait les travailler, de constater les évolutions, notamment au niveau du droit, de la façon tout simplement de penser là, la mort aussi. Donc voilà, ce poème voilà, qu'on voit beaucoup moins avant. Qu'est-ce que ça dit sur la façon dont les Romains voilà, pensent la mort, pensent des choses comme ça. Donc c'est vraiment des usages multiples. Ensuite, d'un point de vue plus historique, pour faire un peu une histoire de l'épigraphie, alors l'épigraphie, c'est quelque chose finalement d'assez récent tout simplement dans les études historiques. Alors, jusqu'à la Renaissance, on n'a en fait pas de c'est quelque chose de très peu étudié. Souvent, les pierres, elles servent plus à reconstruire autre chose que finalement à être étudiées dans des listes comme ça de mille et quelques inscriptions. Donc, c'est quelque chose auquel on ne fait pas trop attention. Et donc, cette science épigraphique n'existe pas finalement avant le XVIe siècle. Les premiers corpus, on les voit apparaître à l'époque de la Renaissance. Ça va être, donc à Florence, ça va être les Médicis qui vont commencer les premiers à constituer des corpus. Et à Rome, ça va être le pape. Donc le premier pape, ça va être Sixte IV, un peu à la même époque que les Médicis, qui vont commencer les premiers à constituer des corpus épigraphiques. Mais la pratique, là, elle reste encore très sporadique et assez finalement unique. C'est quelque chose qu'on voit encore assez peu et ça ne se diffuse pas du tout. Les premières diffusions, elles vont commencer à dater de l'époque des Lumières, où là, la pratique de l'épigraphie va commencer à se généraliser. On va avoir les premiers corpus qui vont se constituer de manière thématique, notamment sous l'impulsion de quelqu'un que vous connaissez au moins le nom, qui est Colbert. Donc, sous le règne de Louis XIV, voilà, on commence à avoir cette science épigraphique, ces corpus thématiques qui vont commencer à germer. On a un des premiers véritables épigraphistes qui est un humaniste. Mince, j'ai vu Baptista, Giovanni Piranesi, ça ira très bien. Donc lui, c'est un des premiers à faire des descriptions de bâtiments donc antiques de l'époque, comme par exemple il fait avec la Via Appia, je crois, mais de manière, voilà, il recompose, c'est encore quelque chose d'assez onirique, c'est encore une antiquité un peu rêvée, pour l'aspect esthétique des vieilles pierres, l'aspect esthétique des inscriptions. Son ouvrage donc, le plus connu, qui est en plusieurs tomes, c'est Antiquita Romana. Où voilà, il fait tout un catalogue un peu d'anciens monuments, avec des belles inscriptions, des beaux monuments recomposés, puisqu'on a fait qu'on n'a plus que les vestiges, mais voilà, il les recompose avec notamment des dessins qu'il fait, mais il recompose de manière totalement. Aujourd'hui, ça semblerait une aberration de recomposer des bâtiments comme ça, mais voilà, c'est une antiquité rêvée, très onirique. Ces corpus, ils restent encore en plus très occidentaux, c'est vraiment voilà, les élites occidentales, notamment italiennes, françaises, qui s'occupent de ça. Et voilà, ils contiennent que des belles inscriptions, les petits morceaux d'inscriptions, les petits les tessons, tout ça, on va pas s'en occuper. On s'occupe vraiment des belles inscriptions qui nous restent sur des beaux bâtiments et le reste, c'est pas très important. Et en fait, c'est qu'au 19e siècle, avec notamment l'école allemande, donc pour ceux qui étaient là au premier cours, on avait déjà évoqué. Et donc, on va commencer à faire des vrais corpus assez éclectiques avec l'ensemble assez exhaustifs, pardon, avec l'ensemble des inscriptions qu'on va retrouver sur le pourtour méditerranéen. Et donc, on a une volonté de réunir vraiment un ensemble des inscriptions, qu'elles soient bien ou mal conservées, qu'elles soient esthétiques ou non. Alors, les premiers, ça va être en Allemagne, ça va être Barthold Gang. Alors, je pense que c'est écrit comme ça, je vais faire une faute parce que je ne sais jamais écrire. Oui, c'est ça, voilà. Donc ça va être le premier qui, en 1815, en Allemagne, va commencer vraiment. Lui, il fait que pressentir le vrai continuateur de son œuvre, ça va être Mommsen, mais lui, c'est vraiment le premier à avoir l'idée de faire des corpus assez exhaustifs dans l'ensemble des inscriptions qu'on peut retrouver sur le pourtour méditerranéen. Désolé. Hop.
Et en France, quelques années après, on va avoir Léon Régnier, qui lui va aussi commencer à avoir ses projets voilà, épigraphiques de corpus à partir de 1830. Alors lui, au départ, il est envoyé en Afrique pour étudier le siège de la 3e Légion d'Auguste. Donc il est envoyé en Algérie, je crois. Enfin, en tout cas en Afrique du Nord, je ne sais plus exactement où. Et c'est vraiment lui qui va voilà, lancer vraiment ces projets de corpus de manière vraiment assez totalisant et vraiment des gros travaux vraiment très considérables. Alors lui, en 1845, il fonde une revue assez fondatrice, donc ça fait beaucoup fonder, pardon. Donc une revue assez importante dans l'histoire de l'épigraphie, qui est la revue de philologie, de littérature et d'histoire ancienne, et qui est la première aussi à commencer à publier des inscriptions et vraiment à faire ce travail de collection. Et le nom de vraiment le fondateur de cette science épigraphique moderne, comme on l'entend aujourd'hui, ça va être vraiment Theodor Mommsen. Donc on l'avait déjà aussi évoqué lors du premier cours, qui lui donc est un Allemand et qui qui est au cœur d'un projet qu'on appelle le CIL, enfin, abrégé CIL, qui est le Corpus Inscriptionum Latinarum, donc le corpus des inscriptions latines, et qui est encore aujourd'hui alimenté, parce que là, je crois qu'on en a 18 volumes, et c'est des volumes de je ne sais pas combien d'inscriptions. Alors, et voilà, vous voyez, c'est encore l'illustration de cette dimension totalisante de l'école allemande qui fait des projets vraiment très globaux, des projets très lourds, très complets, pour vraiment essayer de compiler le maximum de choses, un savoir très encyclopédique. Et en France, donc, on a quelque chose qui est à peu près fondé un petit peu après, qui est encore une revue, qui s'appelle l'année épigraphique. Donc, sur vos inscriptions, vous allez peut-être voir abréger ça AE, donc année épigraphique, et qui est dans une autre dimension qui, elle, chaque année, va sortir des nouvelles inscriptions, essayer de dialoguer, de les remettre en contexte, de dialoguer aussi avec le CIL notamment. Et ça encore aujourd'hui, chaque année, vous allez avoir des volumes de l'année épigraphique qui vont sortir avec de nouvelles inscriptions, des inscriptions retravaillées, où on va apporter des corrections, parce que les inscriptions, mais parfois on les a mal lues, donc il faut les corriger. Donc, je sais pas, des fois, une griffe sur l'inscription, on va croire que c'est une lettre, on va croire que c'est un i, alors qu'en fait, c'était juste une rayure. Et donc, on va être obligé de les rééditer, de les remettre à jour. Et donc, ça, l'année épigraphique, voilà, chaque année, vous pourrez trouver une nouvelle inscription si le cœur vous en dit. Ensuite, un autre volume qu'on retrouve aussi, qui est abrégé ILS, donc les Inscriptiones Latinae Selectae, qui est, elle, fondée par Hermann Dessau, qui est aussi un Allemand. Et là, c'est vraiment juste une sélection. Il y a 5 volumes, je crois, et c'est des inscriptions un peu plus courantes déjà, et pensées aussi pour les étudiants. Donc, ça va être fait par un classement assez thématique. Donc, c'est 3 tomes de 5 volumes, voilà, c'est ça. Et voilà, donc là, c'est développé ensuite, après ces deux grands projets. Alors, au niveau biblio, il y a un livre qu'on peut trouver sur Internet, si jamais ça vous dit de feuilleter, jeter un coup d'œil après, c'est le cours d'épigraphie de René Cagnac, qui est un très grand nom de l'épigraphie française. Donc, il a un cours disponible sur Internet, vous le trouvez facilement sur archive.org. Il y a des profs de l'ENS qui aussi sont à la tête d'un projet, notamment François Bérard, qui sont à la tête d'un projet de guide d'épigraphiste qui chaque année est alimenté aussi. Donc, ça s'appelle le guide de l'épigraphiste. Vous pouvez en trouver des ajouts sur le site de l'ENS. Et après, il y a 2 articles qui peuvent être intéressants aussi à lire sur la question. C'est Donner à voir, donner à lire de Mireille Corbier, et un autre qui s'appelle L'inscription épigraphique dans l'espace public romain, qui est aussi d'elle, et qui permet de comprendre quelle place occupait l'inscription dans l'espace public. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, du coup, l'inscription, nous on s'en rend plus compte aujourd'hui, parce que les inscriptions, on les voit plus forcément, on passe devant sans s'en rendre compte, mais l'inscription publique dans l'Empire romain est quelque chose d'omniprésent, en fait, tout simplement. Partout où on va, il y a des inscriptions, il y a à lire, il y a à voir. Et il y a un article de William Harris qui utilise l'expression full of things to read. Donc voilà, c'est vraiment, il y a tout le temps à lire, quoi, finalement. Où qu'on soit, on a des choses à lire, on a des choses à voir.
l'inscription, elle n'est pas gratuite. Même encore des fois, il y a encore certains historiens qui sont là, oui, mais ça peut-être qu'on ne le voyait pas. En fait, l'intérêt d'une inscription, c'est que les gens la voient, les passants puissent la lire. Elle est jamais neutre, elle a toujours du sens. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit quand on voit des inscriptions, c'est qu'elles sont faites pour être lues, elles sont faites pour être compréhensibles par des gens qui savent lire le latin et qui passent devant. Donc voilà. Après, le problème des inscriptions, c'est que, bon, je vais effacer déjà parce qu'il n'y a plus de place. C'est que les inscriptions, elles sont conservées de manière illégale, c'est-à-dire, ça comme toutes les sources en histoire, hein, il y a toujours une sélection qui s'est faite. Notamment, paradoxalement, celles qui ont été conservées sur la pierre, par exemple, sur des pierres un peu élégantes comme le marbre ou quoi, des fois, c'est pas forcément celles qui vivent le mieux parce que le marbre, on va le réutiliser. Par exemple, au Moyen-Âge, on va faire fondre le marbre pour en faire de la chaux, ce qui fait que on casse les inscriptions à coups de burin, on prend les petits morceaux d'inscription et on va les foutre au feu pour en faire de la chaux. Ce qui fait que toutes les inscriptions qui étaient sur du marbre ou quoi à Rome, on en a pas mal qui ont été perdues. Ou en tout cas qui ont été gravement altérées. Je pense notamment au commentarium des jeux séculaires de 104. Donc, les jeux séculaires, c'est des jeux qui n'avaient pas lieu tous les 100 ans, comme le nom peut laisser penser, mais qui avaient lieu lorsqu'un séculum s'était écoulé. Donc, le séculum, c'est le Sénat qui décide. En gros, c'est la période où Rome, voilà. Elle a terminé un cycle, elle doit se régénérer. Donc, on en a un en 88 sous Domitien, par exemple, et celui d'après, il va arriver en 204, donc 116 ans plus tard, donc pas du tout un siècle. Et voilà, donc ceux de 204, par exemple, qui étaient conservés, donc on avait un commentarium, c'est une immense inscription qui doit faire à peu près 3 fois ma taille, vous imaginez le truc, avec des lettres gravées de cette taille-là. Et sur je ne sais pas combien de lignes, je ne sais plus combien il y en a. Et ça, ils vont buriner et ils ont fait brûler pour obtenir de la chose, ce qui fait que sur l'inscription, c'est ça, il doit rester des petits morceaux comme ça. Voilà. Il reste en gros de l'inscription, donc là, il y a à peu près 2 mètres et quelques. Et il ne reste plus que ça. Donc, malgré le fait que ce soit une inscription qui était assez importante, parce que voilà, c'était une liste donc, de noms de personnes qui avaient participé au jeu séculaire. Donc, il y avait notamment l'impératrice, les matrones, tout ça. Et ça, on en a perdu la très grande partie parce que ça a été cassé. Et ce qui fait que des fois, il y a par exemple des graffitis un petit peu comme ça, on va dire, pas forcément aussi nobles qu'on pourrait le dire, on va mieux les conserver parce que ils vont être laissés un peu de côté. S'ils sont sur la pierre, on va encore pouvoir les voir à Pompéi, notamment. Si vous allez à Pompéi, vous pouvez retrouver plein de petits graffitis, comme on peut en retrouver aujourd'hui sur des choses tout à fait triviales, voter pour un tel, machin, des fois même des petites insultes, des machins comme ça. Et donc ça va être conservé parce que finalement, c'était pas de la belle pierre. On s'en a pour Pompéi, c'est un cas particulier, mais donc ces graffitis, parfois, on peut les retrouver assez facilement, alors que des belles inscriptions, en tout cas considérées comme importantes, on va les avoir perdues. Donc souvent, ce qui nous reste aussi, c'est des inscriptions sur les édifices, forcément, parce que ça, des fois, quand c'est des grands édifices en bon état, on va retrouver sur un théâtre, par exemple, une dédicace sur le fronton d'un théâtre, sur une colonne, ça, on peut encore en retrouver. Ça va être aussi sur les bornes. Donc ça se retrouve encore. Après, des fois, on a des inscriptions qui sont aussi altérées par le temps, ça c'est normal. Altérées parfois aussi volontairement, dans le cadre d'une damnation mémoriée. Donc ça, plutôt abolition mémoriée d'ailleurs, on dit maintenant. Ça va être quand quelqu'un va être condamné donc à l'oubli de sa mémoire pour un crime politique. Des fois pour des raisons politiques, par exemple Caracalla, que c'est peut-être le nom parce qu'il a fait un édit assez important de 212 qui doit accorder la citoyenneté à tous les habitants de l'Empire. Lui, son frère, Geta, qui l'a fait assassiner, une fois qu'il était mort, le lapicide, à coup de burin, il va sur toutes les inscriptions enlever le nom de Geta, par exemple. Et du coup, on a des inscriptions avec des noms burinés. Commode, pareil, condamné à ça aussi, a fait réhabiliter par Septime Sévère. Donc, on a des fois des noms comme ça, totalement volontairement dégradés, ce qui fait que l'inscription est beaucoup plus difficilement lisible. Donc, non seulement les inscriptions ne sont pas toutes conservées pareil, mais en plus, dans la conservation, on a aussi des inégalités selon qu'est-ce qui est gravé dessus. Ça contraste aussi, il y avait aussi des pratiques éphémères. Avant, il ne faut pas croire que l'écrit était forcément tout le temps sur des grosses pierres comme ça, de manière imputrescible. On a aussi des pratiques éphémères, les pancartes, ça existait à Rome notamment. On appelait ça des tituli du coup au pluriel. Tituli, tituli. Et ça, c'était des inscriptions qu'on avait et qu'on n'a plus aujourd'hui parce que c'était des inscriptions éphémères. Donc l'espace public romain, évidemment, ce qu'il faut garder en tête, c'est que l'espace public romain est vraiment façonné par ces inscriptions que où qu'on soit, on peut en lire, elles sont faites pour être lues, et donc c'est vraiment quelque chose qui façonne l'espace public et qui
Et inversement, l'espace public façonne aussi les inscriptions. Alors, maintenant, on va passer à la partie un peu plus pratique parce que, voilà, je sais pas, un petit peu plus parlant pour vous, un petit peu plus intéressant maintenant qu'on a fini cette partie théorique. Alors, on va commencer simple, l'alphabet. Donc là, vu qu'on travaille sur des inscriptions quasiment toutes impériales, faut savoir qu'on va travailler sur de la capitale, donc capitale romaine classique, donc établie définitivement sous Auguste. Donc là, ça va être des grandes, là vous voyez, c'est assez représentatif pour le coup, des grandes lignes bien droites. Donc quand on parle de bâton, on ne dit pas bâton, en épigraphie on dit astre. Astre vertical, astre horizontal. Astre, ça veut aussi dire lance, asta, astae, donc c'est la lance, le bâton, le trait. Et donc, vous voyez, c'est des traits très verticaux. Le lapicide, là, on voit que c'est des belles inscriptions parce qu'elles sont bien taillées, bien droites. Toutes les lettres sont de la même dimension. Pas comme, par exemple, pour le coup, cette description des jeux séculaires dont je parlais. Donc, première moitié, très bien écrit, lettres bien espacées. Il arrive à la moitié, il se rend compte qu'il n'aura plus la place d'écrire le reste. Donc, on va se retrouver avec des lettres toutes serrées. On va se retrouver avec des lettres qui sont fusionnées, des choses comme ça. Des fois, on va avoir des inscriptions où il n'y a plus de place sur ce qu'on appelle donc, le champ épigraphique, c'est la partie gravée tout simplement. Et bien, on va être obligé de graver sur les côtés de l'inscription. Donc là, on va graver des choses, on va graver au-dessus. Enfin, ça peut vraiment être un peu tout et n'importe quoi. Des fois, selon le lapicide, donc lapicide, j'explique, c'est celui qui grave tout simplement les inscriptions. Mais là, voilà, c'est un peu l'inscription traditionnelle, donc belles lettres, bien espacées, avec, voilà. Je sais pas si vous voyez, peut-être que vous voyez mieux sur le visio, sur vos exempliers, je sais pas, les petits points qui y a entre les mots, ou en tout cas les lettres. Vous voyez des petits points en vente parfois. Parfois, vous voyez juste par exemple, vous voyez une barre en haut, un I, et après il y a marqué KE, je sais pas si vous voyez. Et entre le I et le C, vous voyez un petit point. Ça s'appelle un point d'interfonction. Là, vous voyez, il est un petit peu ouvragé. Je ne sais pas si vous voyez, c'est pas tout à fait un point, il ressemble un peu à une petite étoile ou une petite feuille. Donc, quand c'est un peu, vous voyez, donc même là, jusque-là, les détails sont bien faits. Donc, ce point qu'on appelle point d'interfonction, l'épigraphie. Même ça peut être ouvragé dans les descriptions, qui sont des objets esthétiques, il ne faut pas l'oublier. Et quand c'est ouvragé un peu comme ça, comme une sorte de feuille ou quoi, on appelle ça une aedera, c'est-à-dire une petite feuille, tout simplement. Et donc ça, voilà, c'est à peu près l'inscription classique avec les belles capitales augustéennes. Alors, au niveau de l'alphabet, alphabet latin, il ne diffère pas trop du nôtre, si ce n'est quelques petites exceptions. Le J en latin, ça n'existe pas, c'est le I. Vous allez voir, voilà. Il n'y a pas de I, pas de K non plus. Il n'y a pas de U, c'est un V. Ça, vous avez fait un peu latin, vous voyez voilà, vous voyez de quoi je parle. Le Y, par exemple, ça n'existe pas non plus. Ça va être aussi la même lettre. Il y a juste sous l'empereur Claude qui a fait une petite réforme de l'alphabet où il a rajouté même des lettres, notamment le digamma, qui fait pour remplacer le son. Le son du W à peu près. Quand on a un F, on peut en avoir sur les inscriptions. Et ben, par exemple, tout à fait révélateur, si vous trouvez ça sur une inscription, vous pouvez la dater. Parce que c'est réforme de Claude et après, ça a été abandonné. Donc quand vous voyez ça, vous pouvez dire, il y a de fortes chances qu'elle date du règne de Claude, ou alors que ce soit d'une autre sphère culturelle. Voilà. Alors, il y a aussi des différences sur la façon dont on grave selon le lieu où on se trouve. Les lettres ne vont pas être gravées pareil à Rome, comme je vous l'ai dit, qu'à Carthage, qu'en Achaïe, qu'en Anatolie. Et donc, là, c'est la capitale romaine par excellence, que parfois vont réutiliser les peuples des provinces, tout simplement, pour montrer, quand ils ont été montrer ces transferts culturels, on va avoir des inscriptions carthaginoises qui utilisent tout à fait ce genre d'alphabet, ce genre d'écriture. Mais voilà, des fois, il peut y avoir des lettres un petit peu fantasques aussi, des lettres fusionnées, qu'on va appeler des ligatures en latin nexus. Et ça va être des fusions de lettres, notamment quand le lapicide n'a plus de place pour tout graver, il va être obligé des fois de faire des fusions, ne serait-ce que pour l'aspect esthétique. Donc, par exemple, un mot assez souvent ligaturé, ça va être le mot Augustus, qu'on va trouver sous la forme Aug dans les inscriptions, comme ceci, et des fois, ça va se transformer en ça, un sorte de N avec une barre, qui est en fait un A plus un U
collées. Et ça existe pour toutes les lettres quasiment. Toutes les lettres peuvent être à peu près fusionnées. Un A et un P, un A et un R. Avec la barre du A, on va faire ça. Et ça. Voilà, ça va être un A et un R. Ça peut exister pour à peu près toutes les lettres. Il faut faire attention. Pour les nombres aussi, il peut y avoir des petites variantes. Plus souvent en français, quand on écrit 4, on écrit comme ça, en chiffre romain. Ça se trouve assez rarement en fait. Les Romains vont plutôt écrire tout simplement 4 comme ceci, avec les 4 bâtons, comme les 5. On va pas faire 5 des fois. Donc il faut être vigilant quand on compte, donc ça m'est arrivé plein de fois de dire ah c'est bon, il y a 5, ça aurait été ça, donc je vois que 4, en fait non, c'était bien un 5. Donc il faut être vigilant sur la façon dont on écrit les nombres. Pareil pour le 9, du coup on va se retrouver avec un 5 comme ça et 4 barres, alors que d'habitude on pense l'écrire comme ça. Donc il faut être un peu vigilant sur les nombres aussi. Pareil, le nombre 1000, à l'époque, il n'est pas forcément écrit comme ça. Il va être écrit comme un truc qui ressemble un peu au symbole de l'infini, quelque chose comme ça. Et donc voilà, il y a des variantes, il faut pas s'étonner si des fois on n'a pas des belles inscriptions comme ça. Au contraire, c'est même intéressant de l'étudier, essayer de comprendre. Voilà. Quand on lit une inscription, on commence jamais par traduire ce qui est marqué. On y va doucement par étapes. D'abord, on commence par décrire ce qui se passe dessus. C'est-à-dire, est-ce que les bornes d'inscription vont être travaillées? Est-ce que le champ épigraphique, donc la partie gravée, est-ce qu'elle est gravée d'une certaine manière? Est-ce que tout est gravé pareil? Est-ce qu'il y a des différences par rapport à ce qu'on devrait trouver d'habitude? Est-ce qu'elle est particulièrement ouvragée? Donc ça, c'est une chose intéressante à lire avant même de commencer à décrypter l'inscription. Ensuite, donc, vous passez maintenant à ce qui va être gravé dessus, maintenant qu'on a vu un peu l'aspect esthétique de la chose et l'aspect, voilà, tout simplement gravure au sens propre du terme. On va essayer de voir qu'est-ce qui est gravé dessus. Donc aujourd'hui, on va faire surtout l'épigraphie onomastique parce que c'est le plus simple et qu'on n'a pas le temps de faire plus de toute façon. Donc l'épigraphie onomastique, ça va être l'étude des noms, tout simplement. Donc à qui on dédie ou qui dédie cette inscription. Donc onomastique, vous savez tout écrire ou pas? Donc voilà, donc on va faire un peu d'épigraphie onomastique. Donc il faut savoir que sur toutes les inscriptions, quasiment toutes, on a un nom qui va être gravé, soit parce que l'inscription est dédiée à quelqu'un, donc ça va être voilà, l'inscription à qui est ça va être à qui celui l'inscription est dédié, soit le dédicataire, donc celui qui dédie l'inscription. Donc souvent le nom apparaît, le nom d'une personne ou d'un groupe de personnes. Donc, pour ce qui est du nom, on va avoir 4 cas qui sont récurrents. Donc soit tout simplement le nominatif, c'est-à-dire l'équivalent du sujet en français. Donc ça va être voilà, celui qui fait l'action de l'inscription, celui qui dédie par exemple. Ça va être aussi souvent le génitif pour attribuer à quelqu'un, ou le datif quand on veut faire, souvent c'est pour dire à main. Donc voilà, pour dédier à quelqu'un, on va utiliser du datif pour dire je dédie cette inscription à, et donc là on va avoir du datif. Donc souvent, il y a aussi donc, des abréviations dans l'épigraphie. En fait, il faut juste s'habituer aux abréviations. C'est plus compliqué une fois qu'on n'y a pas besoin d'être très fort en latin pour faire l'épigraphie. En fait, voilà, ça va être des cas très simples. Souvent, la deuxième déclinaison quand on parle d'homme ou de la première quand on parle de femme, simplement. Donc, après, il y a des différentes, mais une fois que vous savez vos deux premières déclinaisons, vous pouvez faire de l'épigraphie tout simplement. En fait, il n'y a pas plus compliqué. Donc, en latin, pour graver les noms, je ne sais pas si vous connaissez le concept de tria nomina en latin. Donc, c'est-à-dire, voilà, c'est la façon dont on prénomme une personne, on va la dénommer. Donc, dans les tria nomina, en fait, il y a 5 dimensions, il n'y en a pas 3. Il y a tout d'abord, première chose qu'on va graver, le praenomen. Donc, ça, pour le coup, c'est quelque chose qui est toujours abrégé dans les inscriptions. On ne va jamais avoir un nom en entier, un prénom en entier, pardon, un praenomen entier. Donc, souvent, ça se stabilise à peu près à l'époque républicaine. Donc, le praenomen, il disparaît à la fin du IIIe siècle après l'édit de Caracalla. On va graver plus que les gentils, c'est les nomènes après. Mais voilà, le prénomen, c'est ce qui est arrivé en premier. Il y en a 18 à Rome, donc vous avez vite fait le tour. Il y en a 17 ou 18, je ne sais plus. Et ça va toujours être, voilà, ça va toujours être soit la première lettre, donc la plupart des cas, ça va être, pardon, M, c'est forcément Marcus. Ce Marius n'est pas un prénomen, mais un nom. Ça va être, si c'est un T, ça va être Titus, si c'est un L, ça va être Lucius, un TI, ça va être Tiberius. Enfin, il y en a 18, il faut les connaître quand on fait de l'épigraphie.
Ça change pas souvent et c'est assez vite vu. Là, par exemple, bon, c'est un ensemble tout à l'heure, mais en fait, bon, la première barre, c'est un TI, les deux premières lettres, donc ça va être Tiberius, tout simplement. Une fois qu'on sait ça, après, on l'applique tout le temps, il n'y a pas de, souci pour trouver les prénoms. La partie un peu la plus importante, ce qui va arriver en second lieu, ça va être donc le nomen ou le gentilice, qui vient marquer donc la gens, c'est-à-dire la famille, ou en tout cas le groupe à laquelle l'origine. Ça s'est fermé. L'origine donc familiale de la personne. Et donc là, ça va être formé donc, sur le nom du père, tout simplement, pour les fils légitimes. Donc on récupère le nom du père, par exemple là, Caesar, tout simplement c'est le fils de l'empereur, et qui s'appelle tous Caesar. Donc voilà, c'est assez simple finalement. Vu que c'est Tibère, c'est le fils d'Auguste, donc c'est Tiberius Caesar. Donc ça, le nomen, voilà, c'est le gentilice. Gentil, peut-être qu'il faut que je l'écrive. Gentilicum en latin. Et donc ça vient, c'est le mot en français pour gentilice. Et ça va disparaître à la fin de l'Antiquité, donc au 5e siècle. On va commencer, ça ne va plus être gravé. Et souvent, il est écrit en entier quasiment tout le temps. Ça, pour le coup, le praenomen, toujours abrégé, le gentilice, quasiment toujours, sauf peut-être pour la nomenclature impériale, où là, des fois, on peut se permettre d'abréger, mais sinon, ça va être quasiment tout le temps écrit en toutes lettres. Donc, il n'y a plus qu'à la lire. Ensuite, après donc, ce praenomen et ce gentilice, on va avoir la filiation, c'est-à-dire le praenomen du père au génitif, avec marqué un F ensuite, ou FIL. Je veux dire, à votre avis, ce que ça pourrait dire fil, après pour désigner la filiation, tout simplement. Ça va être Philus, voilà, le fils de quelqu'un. Donc ça, c'est ce qui ça arrive quasiment dans chaque nomenclature, voilà, on va dire Tiberius Caesar, Divi Augusti Filius, fils du divin Auguste. Ça, c'est le troisième élément d'une nomenclature. Ensuite, quatrième élément de cette, ça va être l'attribut, pardon. Donc là, c'est la communauté géographique. Donc ça, c'est quelque chose, c'est une réforme qui date de la monarchie pour le coup, qui date de l'époque monarchique, qui date de l'époque de Servius Tullius, et donc qui divise en 35 tribus le territoire. Et donc là, il est aussi toujours abrégé. Et pour le coup, il y en a 35, donc c'est un peu plus long à apprendre. Quand on commence à faire des graphiques, on va apprendre les 35 tribus, c'est toujours sympathique. Mais voilà, on sait, là, c'est l'origine géographique qui est signifiée. Par exemple, au hasard, si on va voir Arne, par exemple, ça va être Arnensis. Voilà, c'est des tribus comme ça à apprendre, c'est pas forcément, il n'y a pas forcément à réfléchir, c'est juste à apprendre. Et donc voilà, c'est la quatrième partie donc, de cette nomenclature. Et enfin, la dernière qui va être le cognomen, ce qu'on pourrait traduire par surnom tout simplement. Et donc là, qui permet une distinction au sein d'une famille, parce que souvent, vu qu'on a 18 prénoms, des fois il y a des redites. Au sein d'une même famille, on a plein de Lucius, de machin. Donc, et quand le gentilice est le même, que la tribu est la même et que le père est le même, il faut trouver quelque chose pour distinguer. Donc là, ça va être le cognomen, donc ça peut être là, il y en a pour le coup, l'imagination est de mise. Cicéron, par exemple, donc Cicéro, qui veut dire pois chiche, tout simplement. Rufus, qui veut dire le roux. Donc voilà, ça va être des surnoms physiques ou qui renvoient des traits de caractère et qui permettent de distinguer voilà, si on a une nomenclature qui est trop identique. Pour le coup, donc cette dernière partie de cognomènes, il peut y en avoir plusieurs aussi. Il faut qu'on ait des cognomènes même identiques au sein d'une même famille. On peut rajouter donc tout un ensemble de ce qu'on appelle les supernomina, qui là permettent encore de rajouter ou de préciser la nomenclature d'une personne. Donc ça va être voilà, c'est pour et ces supernomina, ils renvoient aussi à une mémoire familiale, une mémoire des origines. Donc ça permet d'interroger voilà l'histoire d'une personne, d'une famille, d'un groupe de personnes. Donc c'est quelque chose qui est aussi intéressant pour l'historien. Et ça permet voilà de différencier les gens
au sein de mêmes groupes familiaux, au sein de mêmes gens. Et après, donc, petite info, donc, pour la tribu, ça devient obligatoire sous Jules César, avec la Lex Julia en moins 45, qui là vient obliger à inscrire la tribu de la personne sur toutes les inscriptions. Donc là, je vais parler des citoyens romains. Il faut savoir qu'il y a aussi des variantes pour ce qui va être les esclaves, pour les non-citoyens, pour les pérégrins, pour les voilà. Donc ça, on va pas le voir aujourd'hui, mais je vous le dis juste pour info. Donc, ce sont des usages qui sont assez, pour le coup, assez fluctuants, assez mouvants. Il y a beaucoup moins de règles que pour les nomenclatures de citoyens qui, elles, sont des choses qui sont assez réglées, notamment par la loi. Mais voilà, il y a des petites règles, des fois à savoir, notamment pour les esclaves, on va graver donc ça va être pour l'esclave, ça va être libre, par exemple. Donc, on libère tout, mais après on va mettre la gens du maître, enfin de l'ancien maître du coup, au datif, voilà, des choses comme ça, des petites choses qui vont se régler. Mais ça peut varier pour les étrangers, ça varie aussi beaucoup, voilà, vous en doutez, selon l'origine géographique. Donc il y a pas mal de variantes. Après, même au sein des citoyens, souvent par exemple, simplement le prénomen du père, ça va être le prénomen du fils aîné. Voilà, donc si le premier enfant s'appelle Tiberius et que le père s'appelle Tiberius, il y a de fortes chances que ce soit son fils aîné. Quoi d'autre, voilà. Ensuite, le deuxième fils, ça peut être soit le cognomen du grand-père paternel, des petits usages comme ça qui à force permettent de savoir qui était le grand-père, qui était le père, savoir si c'était l'aîné, si c'était le second. Voilà, donc des petits usages comme ça qui sont intéressants mais qui sont un petit peu compliqués, qui ne sont pas forcément très utiles aujourd'hui. Et aussi dans le cadre de l'adoption qui est importante à Rome, notamment dans la sphère impériale, par exemple, je ne sais pas si vous savez, il y a beaucoup d'empereurs, notamment dans la dynastie des Antonins, il n'y en a qu'un qui est fils héréditaire, enfin fils biologique d'un empereur et qui lui succède, alors que les trois quarts du temps, ça va être des adoptions, notamment Adrien qui va épouser Antonin le Pieux, et je vais vous donner un exemple de comment ça se passe du coup, quand on adopte quelqu'un. Forcément, quand on adopte, on va prendre le domaine, le gentilice du père adoptif. Et notre ancien gentilice va passer, au contraire, dans la sphère du domaine. Alors, Adrien, il s'appelle Aelius Adrianus. Et du coup, il adopte Antonin le Pieux, qui à l'époque s'appelle Titus Aurelius Fulvius Bouillonius. On ne va pas faire toute la liste, mais il a un certain nombre. Et donc, quand il va être adopté par Adrien, il va devenir, il garde son prénomen de Titus, mais il va plus s'appeler Aurelius, mais Aelius. Donc là, après, il devient du coup fils d'Adrien, et il va prendre comme premier cognomen celui de son père adoptif, et sur lui, son cognomen son nomen qui était ici, qui était avant qu'il soit adopté, va lui passer en second cognomen. Donc il y a des petits usages comme ça, voilà, d'adoption, ce qui permet d'établir des généalogies et donc de faire des prosopographies, des généalogies assez précises. Donc maintenant, on va essayer de passer à un peu de pratique. Je regarde juste l'article parce que du coup, je sais pas si on aura le temps de faire une numismatique. On va prendre on va commencer avec ça qui est assez simple pour le coup. Donc, je vous avais déjà dit le début, c'était TI. Après, est-ce qu'il y en a un qui veut me dire, enfin, juste me
dicter les lettres qu'il voit sur les 2 premières lignes, juste les lettres. Donc un C, un A. Donc là, le E, bon, il apparaît en entier, mais le S, on en invoque la moitié. Et quand on a une lettre qui est abîmée, pour le signifier, on met un petit point sur la lettre en question. Pour dire, voilà, c'est une lettre qui est altérée. Donc là, on voit que c'est un S parce qu'une bite comme ça, vers la fin, on n'a pas 36 des lettres qui sont comme ça. Et pour signifier, voilà, même le A, on voit que c'est un A, mais elle est aussi pas mal altérée. Kaiser. Ensuite, je ne sais pas si vous voyez, il y a un petit point encore. Bon, là, il est assez, on le voit assez bien. Donc là, bon, on voit que c'est un I, mais des fois, on dit juste asp pour ne pas se tromper. Donc, on a une asp verticale, un V et un I. Ensuite, quand on change de ligne, on met une barre comme ça, pour signifier un changement de ligne. Ensuite, ce deuxième ligne, c'est encore assez visible. S'il y en a qui veut continuer, oui, vas-y. Alors, il y a un point après le G. Alors, c'est pas un E, c'est un F. Après, je dis pas que c'est pas facile. Le mieux, c'est d'avoir la pierre en face de soi. Et encore une fois, quand on a la pierre en face de soi, c'est. Vu que la pierre est un peu cassée en bas, on peut se dire est-ce qu'il y a une barre, est-ce que ça a été effacé. Donc, vas-y, ensuite. Voilà. Donc là, on a retranscrit notre inscription. Bon, ça là, le début est assez facile parce que c'est le nom. Donc, on a TI, Kaiser, Dewey, Haug, F, Augustus. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans un tout premier temps? C'est de savoir à quel cas est le nom dans la début d'inscription. Donc, pour ceux qui ont fait du latin, c'est assez facile de se repérer. On regarde le nomen qui, lui, est gravé entièrement. Et donc, quand on connaît ces déclinaisons, la Kaiser peut être trompeur, mais Augustus, on sait que c'est du nominatif. Deuxième déclinaison, c'est assez simple. Donc là, on sait que c'est une inscription, en tout cas où le prénom est au nominatif. Donc, quand on va retranscrire, donc on commence. Donc ça, TI, on le sait. Et donc, TI, est-ce que vous savez quel prénom c'est? Du coup, je l'ai appelé Tiberius. Donc, entre parenthèses, quand on développe, on met des parenthèses. Tiberius. Vu que c'est du nominatif, on garde le nominatif. Ensuite, Kaiser, donc ça, on l'a en entier. Donc ça, c'est assez simple. Dis oui, en entier aussi. Et là, ça commence à se corser parce qu'on a AOG. Donc, en entier. Et là, ça ne faut pas se tromper parce qu'on voit qu'il y a le F après. Et le F, c'est l'affiliation, donc filius. Donc ça, c'est du nominatif. C'est au même cas que le reste de l'inscription, donc ça va être filius. Mais quand on dit fils de, il faut changer de cas. Il faut mettre du datif. Et donc, ça va être quoi? Ça va être pas du génitif. C'est du génitif, évidemment. Et donc, ça va être Augusti. Comme Gilby, en fait. On a la même terminaison dans la bien. Donc, j'ai génitif pour l'appartenance, fils de complément du nom à Augustus. Donc, fils de Augustus. Et ensuite, bon, on a la fin Augustus. Et là, ne change pas. Donc là, on a développé notre inscription finalement, et on peut la traduire en fait tout simplement. Donc Tibère César, fils de Guy, du divin Auguste. Donc Tibère César Auguste, fils du divin Auguste. Bon, oui, Tibère César, fils d'Auguste, il n'y en a pas 36. C'est que c'est l'empereur Tibère tout simplement. Donc second empereur après la mort de son père, qui est Auguste. Et ensuite, bon, je vous traduire la suite, mais là on va avoir cette situation. Donc ponte, ça va être pontifex. On a même pontife. Donc pontifex, Maximus, Trib, on voit, je ne sais pas si vous voyez le Trib, Tribunicia, Potestate, donc là ça va être de l'ablatif. 38, donc, ayant revêtu la puissance tribunicienne pour la 38e fois, Imperator.
Vous voyez la barre du V, donc c'est pour la 5e fois. Donc impérator pour la 5e. Cost, est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut vouloir signifier? C'est une magistrature. Consul. Consul pour la 5e fois. Donc là, voilà, on a une inscription totalement classique, donc avec un domaine, une nomenclature, et ensuite, bah, voilà, c'est date de magistrature, ce qui permet, et de prêtrise, ce qui fait qu'on peut déduire la date de l'inscription finalement. Donc ça, elle est assez simple. On va faire une note donc, qui est la première sur le fascicule normalement, qui est cette fois un autre cas. Donc on va refaire le même exercice. On va d'abord faire la retranscription et ensuite on verra pour la traduction et le développement. Alors je ne sais pas si vous voyez, au-dessus de l'inscription, il y a donc vous avez un ensemble de sigles là. Donc CIL, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, Corpus Inscriptionum Latinarum, volume 6, enfin, tome 6, l'inscription numéro 41045, trouvée à Rome. Et ça, ce qu'on appelle, c'est cette dénomination de l'inscription, ce qu'on appelle le lemme. L-E, 2-M-E. Et ça précède toute inscription pour tout simplement permettre de la retrouver dans un inventaire. Donc là, c'est l'un qui veut prendre la transcription. Elle, elle est assez simple. Oui, point d'interfonction. On ne voit pas très bien. Donc là, soit tu dis ast et après on revoit, soit tu dis L. Là, c'est un L en l'occurrence. Oui. Il y avait un point, je ne sais pas si tu l'as vu, entre le O et le COS. Après, on s'arrête, c'est plus son nom. Enfin, si vous voulez faire un peu, on peut, mais. Donc là, on pourrait aussi, avant de commencer à faire ça, décrire l'inscription. Parce que là, pour le coup, elle est quand même assez ouvragée. Donc, est-ce que qui va me dire ce qu'il voit sur l'inscription? Je ne parle pas de l'écriture, mais de la pierre, hein, comment elle est faite. C'est des choses qui vous semblent remarquables ou est-ce que non, elles vous semblent assez normales? Ce sont des feuilles de laurier, je crois, non? En tout cas, il y a des motifs végétaux. Des motifs voilà, végétaux, floraux, ça c'est classique, on en trouve partout. Ça rappelle, voilà, ça c'est un héritage grec aussi. Donc les motifs végétaux pour décorer. Et ensuite, ce qui va être intéressant, c'est ce que vous voyez sur le côté, là, ce petit triangle. Et en fait, normalement, on a le même de l'autre côté, mais l'inscription, on ne le voit pas. Donc en fait, en gros, on a l'inscription qui va être comme ça. Donc là, je fais un petit graphique qui va être gravé. Et ces petits décors, c'est ce qu'on appelle une tabula ansata. Et c'est quelque chose d'assez aussi, un décor assez finalement assez classique de, voilà, de cette idée de table gravée. Et voilà, ce sont des décors. Là, on a des décors finalement qu'on retrouve sur pas mal d'inscriptions. Mais donc voilà, c'est une inscription qui reste ouvragée, qui reste esthétique. Et ça, c'est typiquement le genre d'inscription qu'on aurait pu garder pour l'aspect esthétique. Parce que voilà, elle est bien gravée, vous voyez, elle a des petites moulures autour du champ pour bien délimiter. Les lettres, c'est de la capitale classique, mais pour le coup, elles sont assez bien gravées. Donc ça aussi, c'est des inscriptions en assez bon état, assez bien ouvragées. Donc maintenant, pour ce qui est de la retranscription. Alors, tout d'abord, le cas. Est-ce qu'il y en a qui verraient à quel cas c'est? Datif. Pour le coup, on a assez peu d'ablatifs. Enfin, ça peut arriver, mais pour une inscription, le plus logique, ça va être du datif à quelqu'un pour le débutant. C'est assez classique. Donc là, elle, à votre avis, quel prénomen? Et du coup, au datif? Et après, pour le coup, cette inscription, bon, elle est assez Lucius. Lucio, Longino. Et là, son nom, vous voyez, il est quand même pas mal abrégé parce qu'on a il manque deux choses là, dans les cinq éléments qu'on a dans une nomenclature. Je ne sais pas si vous les voyez. Voilà, donc l'affiliation et quelque chose qu'on aurait pu avoir pour un citoyen romain qui est, voilà,
Donc là, on a juste son prénomen, son nomen et un cognomen. Donc quelque chose finalement d'assez épuré. Et ensuite, mon cos, c'est pareil, ça va être en dessous. Mais ça, c'est plus son nom déjà, c'est déjà de la titulature. Donc là, on a l'inscription qui est dédiée à Lucius Cassius Longinus, qui a été consul. Et ensuite, Quindecem vir sacris fecundi, donc là, c'est une prêtrise. Donc les 15 hommes s'occupant des choses sacrées. Legato pro praetorio divi Augusti, legato pro praetorio Caesari Augusti, Tiberii Caesari Augusti. Donc il a été légat propriétaire de Auguste et légat propriétaire de Tibère. Et ensuite, à la fin, on a donc celui qui dédie l'inscription, ou en l'occurrence ceux, parce qu'ils sont plusieurs, c'est une ville en l'occurrence, c'est la ville d'Arles. Et Sextani Arelatenses, oui c'est ça, c'est la ville d'Arles. Et patrono, donc au même cas que le prénom, ça veut dire à leur patron, à leur protecteur. Donc là, on a l'inscription des habitants de la ville d'Arles à Lucius Cassius Longinus. À ton avis, si on a ça va être quoi ça, parce que ça s'accorde avec, donc on a tout datif. Après voilà, c'est juste du jonglage. Une fois que tu as le cas de ton personnage principal, si je puis dire, tu as forcément le cas de ces titres. Et il y a juste voilà, au niveau des génitifs qu'il faut faire attention quand c'est légat de machin, fils de quelqu'un. Là, on change de cas. Mais sinon, le reste de l'inscription, souvent, est en fait au même cas quand tu as ce datif au début, ça ne va pas changer au milieu de l'inscription. Sauf si tu as deux inscriptions en une, ou des fois tu as un deuxième personnage qui se rajoute, ou si tu as le dédicat qui va dire moi aussi je me mets dans l'inscription, et là on va avoir du nominatif. Mais là voilà, c'est une inscription assez classique, et grâce au fait qu'il a été consul, on sait aussi l'année. Vous savez, chaque année, des nouveaux consuls. Bon, lui en l'occurrence, il a été consul suffect, c'est-à-dire remplaçant en gros. Il n'est pas dans les deux élus. Donc le calendrier ne permet pas, les phases consulaires, c'est le calendrier, c'est-à-dire chaque année, on a quelle année lui et lui ont été élus consuls, l'année suivante, lui et lui ont été élus consuls pour quelle année. Et donc, grâce à ça, on peut savoir en quelle année on est, tout simplement, grâce à ces phases consulaires. Donc, voilà, là, on a tout à fait deux inscriptions finalement assez classiques. On va faire une dernière ensemble, qui est celle de la troisième sur la pierre, parce que du coup, c'est quand même le plus sympathique de voir directement sur les pierres. Je vais descendre. Je crois que c'est ILS 123, si ma mémoire est bonne. La dernière inscription sur pierre. Donc ILS 123, qui a été retrouvé à Rome. Donc là, c'est ce qu'on appelle une cipe, c'est-à-dire une stèle finalement assez classique de forme carrée. On peut en retrouver sur plein de lieux. Ça peut être des bornes milliaires, ça peut être des cipes funéraires. Donc cipe, c'est comme ça. Une cipe. Donc c'est une stèle. Donc là, c'est celle-ci. Donc ILS 213. Et donc là, on va le faire ensemble. Pour le coup, elle n'est pas facile. Parce que là, pour le coup, il y a des éclats et la stèle n'est pas complète. Donc il y a tout un pan de l'inscription qui manque. Et là, vous voyez déjà dès le début que ça contraste avec celle qu'on a vue avant, qui était un peu ouvragée, avec un champ épigraphique marqué. Là, on a directement une sorte de borne, finalement, vraiment une stèle assez classique. C'est pas du tout une inscription travaillée, c'est vraiment directement gravé sur la pièce. Donc là, pour le coup, ça va être assez compliqué de faire la retranscription, parce qu'il manque des lettres. Alors, on va quand même essayer, s'il y en a quelqu'un qui veut se lancer. Oui, vas-y, je t'en prie. La première lettre, on dit, là, c'est pas sûr que tu dis ast. Oui. Donc là, c'est en entier parce que c'est le gentilis. Ensuite, on a quand on a une lettre qui manque, comme c'est le cas en fait après le premier i, on fait un crochet. Quand on sait que c'est une lettre, on met un tiret et on referme le crochet. Là, ça veut dire qu'il y a un manque. Si on ne savait pas le nombre de lettres, voilà.
un manque inconnu. Sinon, on inscrit le nombre de lettres quand on sait qu'il manque une lettre. Donc là, on sait qu'il manque une lettre. Alors, on peut déjà commencer le jeu de piste, parce qu'en fait, c'est un jeu de piste, l'épigraphie. Hein. Forcément, un prénom avec I, il n'y en a pas 36, donc c'est forcément un T. Puis en plus des Claudius, empereur, bon, il n'y en a pas 36, donc on peut facilement savoir quand la question n'est pas là. Ensuite, donc, il y a un manque. Il y a un R, D, Oui. S, I. Oui. Il y a un E, un point. Alors, point d'interfonction. Et puis, là, c'est un F. C'est un F. Là, on voit l'apparition du génitif, donc forcément, souvent, c'est un F. C'est le petit automatisme à avoir, parce que pour le coup, l'épigraphie sera un peu compliquée quand on a les codes, finalement. C'est assez vite redondant. Donc là, point d'interfonction. Donc là, il y a intérêt, donc on peut le noter aussi. Ensuite, CAI, ensuite. Ouais. Donc là, vous voyez aussi des variantes. Tout à l'heure, on a vu graver Kaysar, on voit marqué Kaysar. Donc ça, c'est des variantes, ça ne va pas étonner, hein, c'est tout à fait classique de voir ces types de variantes. Il y a deux noms, A et B. Alors, le V, on peut le deviner avec la barre comme ça, il n'y a pas beaucoup de lettres non plus. Donc là, on peut mettre manque V avec un point pour signifier le manque et G. Alors, oui, voilà. Parce que AOG, enfin, OG, dans des inscriptions, des nomenclatures, il n'y a pas 36 solutions. Donc, c'est vraiment, voilà. Par exemple, quand je parlais d'inscription tout à l'heure des jeux séculaires, on a des gros manques, comme vous l'avez vu, on a c'est vraiment des trous. Et en fait, ben, qu'est-ce que font les épigraphistes quand ils étudient? Eh ben, ils calculent les espaces entre les manques. Par exemple, si on a un mot qui finit par ina, et là, on va savoir un début de prénom, on va dire, ben, il manque 1, 2, 3, 4 lettres. Parce que le reste des lettres sont avec une telle longueur, et là, il manque telle longueur. Donc, un phénomène en 4 lettres féminin, parce que ça finit par A, qui finit par ina, il n'y en a pas 36. Ça va être une Paulina, par exemple. Et donc, comme ça, on peut finalement reconstituer des inscriptions où on avait beaucoup de manques. En fait, quand on a juste une lettre, un I qui se donne au milieu, là, ça peut être n'importe quoi et c'est difficile. Mais quand on a des fins de mots comme ça, des débuts de mots, on peut arriver à reconstituer des inscriptions de manière plus ou moins complète. Et donc, voilà, finalement, c'est un vrai jeu. Et il y a des mathématiciens qui nous aident sur ça pour calculer les interstices, les intervalles entre chaque mot, savoir comment on peut mettre de lettres. Bon, après, ce n'est pas des maths très compliquées, hein, mais voilà. Et comme ça, on peut reconstituer des fois des inscriptions, des listes de noms. Et des fois, il y a des évolutions, parce que là, par exemple, bon, on peut, imaginons, bon, c'est un mot facile, mais si on avait lu, je sais pas moi, un G, et voilà, un G, ça peut être plein de choses. Donc, et si un épigraphiste va voir qu'il y a un U devant, enfin un V en l'occurrence, eh bien, on va pouvoir faire une hypothèse sur le mot en entier. Si on lit un I, alors qu'en fait c'était un F parce que les deux barres du F ont été purinées ou le temps les a effacées, ça va changer complètement la lecture d'une inscription. Et ça va changer totalement aussi ce qu'on peut en déduire. Quand on a parfois un nom de femme qui devient un nom d'homme parce qu'il y a les dernières lettres qui manquent et qu'on en fait un homme alors qu'en fait c'était une femme, ça peut totalement changer une inscription et son interprétation. Donc revenons à celle-ci. Donc AOG, ensuite, le dernier mot, ouais, point d'interfonction et Germanicus. Donc là, voilà, on retranscrit les 3 premières lignes. Et donc, on va pouvoir commencer à développer. Donc, du coup, le premier T, on l'a trouvé ce que c'était. Donc, TI, c'est. Donc là, à votre avis, on a quelqu'un encore nominatif. Donc, Tiberius, Claudius, on a un entier. Ensuite, bon là, vous n'avez peut-être pas trouvé la lettre qui manque. Alors, c'est fils de vous n'avez peut-être pas le prénom. C'est une consonne.
pouvez tout les faire, alors vous dites ce qui pourrait rentrer là. Bougie, c'est pas un prénom qui existe. Petit, non, c'est pas un prénom. Vous étiez à une lettre près. Hein. Ouais, Drusus, ça existe en latin. Et donc là, on a un D qui est reconstitué. Et ensuite, donc là, si on a un F de F2, c'est au nominatif, donc figure. Et ensuite, donc après ce filius, là c'est assez complet. Donc Caesar, Augustus, Germanicus. Donc ça, des cognomènes qui renvoient à des espaces géographiques, c'est assez courant. On en a plein. Ça renvoie surtout à des victoires militaires. Donc là, c'est voilà, clairement qu'il a fait victoire sur les Germains. On a des Particus, victoire sur les Parthes. On en a des listes parfois. Particus, c'est quelque chose d'assez connu. Les Germanicus, voilà, on a des ribambelles de Germanicus comme cognomène. Donc vous voyez finalement, en tout cas, pour ce qui est des. Voilà, on n'a fait que des empereurs. Des fois, c'est plus compliqué pour les pérégrins, donc les étrangers, pour les esclaves, pour les. Et on va voir un quand même de femmes, je trouve ça aussi quand même. Bon, celui-là, je n'ai pas trouvé la pierre, mais vous avez l'inscription, donc le CIL, juste avant les monnaies. CIL, tome 10, 799, retrouvé à Pompéi. Donc là, vous voyez comment c'est retranscrit dans les corpus. On a donc un Augustae Iulia. Avec un manque. Et ensuite, donc encore fille de Drusus. Dimi Augusti. Et là, on va voir une variante pour les femmes. Et ensuite, les D, ça c'est pas important. Ça veut dire décréto découverdum, c'est pas important. Donc là, ça va être assez simple. Augustae. Donc, Iulia, on peut assez facilement deviner la dernière qui manque. Voilà. Augustae Iuliae. Et là, pour le coup, on a de l'adjectif. Drusi. Et du coup, F, ça va être Filiae. Et alors là, le plus compliqué, ça va être de traduire ça. Alors, on va trouver des pressentiments, des avis sur comment on pourrait traduire ce Dimus Augustus au génitif d'un Divo Augustus pour une femme. Donc, c'est pas l'ascendance, vu que son père, il est là. Qu'est-ce que ça peut être? Le mari. Et donc, on sous-entend un uxor, en fait, finalement, qu'on ne met jamais. Et là, vous voyez aussi une grande différence. La femme, elle est appelée seulement par son prénom. Donc, le fait d'appeler une femme par son prénom, vous voyez, c'était déjà quelque chose de courant finalement à Rome, parce qu'on ne gravait que le prénomen de la femme, et souvent, on n'avait pas forcément le. Ouais, désolé. Donc, on avait voilà, que le prénomen, et ensuite, c'était donc par son mari, on pouvait savoir qui c'était. Donc là, femme d'Auguste. Et donc, est-ce que vous savez qui était la femme, enfin, une des trois, qui était la femme d'Auguste qui s'appelait Augusta Iulia? C'est Livie. L'impératrice Livie. Donc, vous voyez, là, tout simplement pour les nomenclatures de femmes, on a aussi des variantes et qui permettent aussi de voir les différences. Alors, c'est quand même une impératrice, c'est pas une matrone, c'est la première des matrones, c'est l'impératrice, quoi. Et donc, on a une inscription qui quand même diffère pas mal parce que là, on a donc la définition par son époux et on ne va pas forcément graver ni son cognomène ni son genre suisse. En tout cas, de jeune fille. Oui. Et du coup, ça vient d'où le Livie? C'est tout son nom ici. Ça, je sais pas. Alors, Livie, je pense que ça vient d'une fraction de Iuliae, en fait.
c'est dérivé du vieil en fait. C'est un surnom qui est dérivé de ça. Je crois que c'est ça. Mais bon, ça, je suis pas sûr que je vérifie. Mais voilà, en tout cas, on a pas mal de différences par rapport à l'inscription qu'on avait de Antivarius Claudius qui est empereur. Alors que là, c'est quand même la femme d'Auguste et l'impératrice, une des impératrices les plus connues, je pense. Oui. Et aussi, par exemple, nous, quand on s'appelle, on ne dit pas Claudius, non, on dit Ouais. chez les Romains, ils disent lequel? Bon. Alors, souvent, ça va être plutôt le cognomen, en fait. Parce que c'est ça qui fait la différence. Alors après, ça, c'est des pratiques orales et pour le coup, bah, c'est plus difficile de savoir. Mais le prénomen, quand il y en a seulement 18 dans tout l'Empire, bah, si tu dis juste Tiberius et que tu en as 18 une vingtaine qui se retournent, ça va être compliqué, au Sénat notamment. Donc, des fois, on va dire peut-être juste l'ensemble prénomen plus nomen quand c'est évident. Sinon, ça va être le cognomen qui permet de différencier, voir les supernominats. Donc ça, c'est, voilà, donc pour l'épigraphie, c'est à peu près le grand trait finalement de ce qu'on fait en épigraphie. Vous voyez que assez facilement, on peut finalement traduire et que ça reste plus du jeu de pistes. Ça reste finalement assez ludique de décrypter. C'est des abréviations, c'est des suppositions quand on a des morceaux qui manquent. Bon, après, là, c'est des noms, mais après, ça devient encore plus intéressant quand on a les titulatures, c'est-à-dire voilà, l'ensemble des titres, des magistratures. On va savoir ben, voilà, en quelle année, qu'est-ce qu'il a fait, quel est son parcours. On peut savoir ben, quel était le parcours quand on veut devenir. Voilà, le cursus honorum, par exemple, il va être détaillé dans ces genres d'inscriptions. Pour les chevaliers, on va voir voilà, ben, quelles sont les attributions des chevaliers, quelles sont les attributions des sénateurs, les différences entre les ordres. Et donc voilà, ça c'était juste pour les inscriptions assez basiques. Et pour le coup, ça, même chez vous, vous en avez plein d'assez accessibles si vous voulez juste voir à quoi ça ressemble, des noms, comment ça peut se traduire. Vous en avez, dans les ILS, vous en avez plein des petites inscriptions comme ça. En plus, la plupart, dans les manuscrits, sont déjà retranscrits, donc vous n'avez pas à voir sur la pierre directement, même si c'est mieux parfois. Vous avez directement les retranscriptions manuelles et plus les pierres. Alors, vu il nous reste un peu de temps, une demi-heure, on va pouvoir faire un peu de numismatique aussi, qui rentre en écho du coup avec ce qu'on fait en épigraphie, parce que c'est aussi pareil des inscriptions, des abréviations qui sont assez communes aux deux disciplines finalement. Donc numismatique, ça vient de numisma, et ça veut dire pièce de monnaie. Donc, numismatique, c'est la science des inscriptions et des gravures sur les pièces de monnaie, sur les monnaies en général. Donc, comme l'épigraphie, souvent les pièces de monnaie, ça a été d'abord conservé pour l'aspect esthétique. Ça, encore aujourd'hui, on a plein de gens des numismates qui vont conserver des pièces parce qu'elles sont jolies. Et c'était déjà le cas, pareil, à la Renaissance, on avait des collections de belles pièces romaines, des choses comme ça. Mais son utilisation scientifique, elle n'a bien qu'avec le 19e et ces Allemands aussi qui commencent à faire des corpus, à avoir une dimension plus scientifique dans l'étude des monnaies. En France, en 1835, ils fondaient la première revue numismatique. Et les deux ouvrages principaux quand on fait la numismatique, c'est deux ouvrages qui se suivent, c'est les abrégés RC, Roman Coins, et des fois on a les NRC, qui sont les New Roman Coins, c'est une réédition avec des ajouts, voilà. En vrai, le titre en entier, c'est New Roman Coins and Their Values. Donc, l'aspect aussi, parce qu'il faut pas oublier que les pièces, c'est avant tout pour payer, c'est avant tout pour faire du commerce. Et donc, l'aspect économique des pièces, c'est jamais négligé quand on fait de la numismatique. C'est quand même la base de l'intérêt d'une pièce. Alors, donc là, pareil, on va avoir un peu les mêmes types d'inscriptions, des mêmes types d'abréviations. Là, vous pouvez peut-être déjà repérer un AOG sur la pièce, sur ce qu'on appelle le droit. Donc, il y a deux dimensions. Le droit, ça va être ce qui est gravé souvent avec le buste ou le. Bon, là, il n'y a pas de buste en l'occurrence. Enfin, vous l'avez sur la deuxième pièce, vous avez un buste là pour le coup. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le droit. Et sinon, vous avez l'avers.
qui pour le coup, change, ou en tout cas est modifié quand on. Tout dépend, on a plein de séries avec un bus d'empereur, et après la paire, donc cette partie-là, on va pouvoir la modifier avec différentes inscriptions, différents motifs. Et donc ces pièces, comme vous les avez, bon, j'ai pas de pièces sur moi, mais quand vous les avez dans les mains, vous les faites tourner sur un plan, voilà, comme ça. Et en fait, si vous avez des pièces qui sont tournées de 3 ou 6 degrés, enfin, de 3 ou 6 heures, vous avez des chances qu'elles soient fausses. Des petits trucs comme ça, genre, les pièces, souvent, les vraies pièces, elles sont pas, il n'y a pas de dissymétrie entre les deux faces, en fait. Et donc, il y a des petites choses comme ça, voilà, qui sont intéressantes à savoir quand on fait des numismatiques pour repérer, voilà, celles qui ont pu être fausses. Et donc, voilà, vous avez ici le droit, ici un appel. Et là, pareil qu'en épigraphie, il ne faut pas essayer d'aller aux conclusions trop rapidement. Donc, on ne va pas dire, on voit tel empereur, alors qu'on a juste une face ou un buste de profil. On va dire, on voit un buste de profil, on va essayer de le décrire. Si on voit un homme avec des talons ailés, on ne va pas dire c'est Hermès ou c'est Mercure. On va dire, l'important, c'est de décrire plus que d'arriver tout de suite à des conclusions. Alors, des petits vocabulaires techniques aussi. Je ne sais pas si vous voyez les lignes qui font le tour de la pièce, qui limitent un peu ce qu'on appelle la ligne de Grenitis. Et donc, voilà, c'est ce qui va délimiter et va décorer finalement le champ qui est gravé de la pièce. Donc là, vous les voyez bien sur la première, sur la deuxième, c'est un peu moins visible parce qu'elle est un peu plus abîmée. Mais ça reste quand même assez visible. Et voilà, souvent, donc on a la pièce comme ça, avec le droit. On a le Grenitis qui va faire soit le tour, soit une partie. Et voilà, souvent, ça va être gravé comme ça, en arc de cercle. Et toujours, quand on va décrire une pièce, il faut toujours dire dans quel sens on la lit. Soit, souvent, ça va être dans ce sens-là, dans le sens des aiguilles du montre. Il faut toujours dire, voilà, si on lit dans ce sens-là, bon, là, vous voyez dans quel sens on lit, c'est assez simple, c'est assez évident, mais des fois, c'est pas forcément simple. Là, par exemple, il y a des choses marquées. Si je vous dis pas ce que c'est, je suis pas sûr que vous arriviez à le lire. Donc, faut toujours, voilà, dire dans quel sens on va lire notre inscription sur la pièce. Qu'est-ce que je vais vous dire avant qu'on commence? Pareil, voilà, les lettres, là, on a des lettres assez gravées assez de la même manière. Donc, on peut commencer avec ce qu'on a vu avant. On peut commencer peut-être à faire la première, donc, qui est donc celle de voilà, la NRC, tome 1, volume 1, la 1479. Donc, qu'est-ce que vous voyez sur le droit? Pour le coup, là, vous pouvez dire directement que c'est en tout cas un navire. Enfin, là, ça se voit à peu près. On voit les rangées de rameurs, en tout cas. Donc, là, on a l'air d'avoir une figure donc, de navire. Ensuite, pardon, les vagues, ça? Non, là, ça va être de l'inscription pour le coup. C'est des lettres, en fait. Ouais, mais parce que elle est abîmée. Mais après, c'est possible que les lettres aient été stylisées pour donner un aspect aqueux ou en tout cas liquide. Et voilà. Mais en tout cas, là, il y a quelque chose en fait. C'est un R, un P et un C. Mais en tout cas, le navire, c'est dans quel sens il va? Ça, c'est vers la droite. Donc là, on a l'avant, la proue et la poupe qui est là, donc il va dans ce sens-là. C'est souvent le cas, les bus sont toujours tournés dans ce sens-là, toujours tournés vers la droite, aussi dans 3/4 des cas. Donc là, on a un navire voguant vers la droite, on voit même les rameurs à l'intérieur un petit peu. Je ne sais pas si on les voit assez de là où vous êtes, mais moi je les vois. Et donc là, en fait, c'est une trirème. Donc trirème et 3 rangées de rameurs. Je ne sais pas si vous voyez un peu, donc là, on va dire que si on fait une coupe de coque de bateau, on a. Et en fait, ils rament comme ceci. Il y a les rameurs là. Et voilà, donc ces 3 rangées de rameurs, c'est ce qu'on appelle une trirème. C'est les bateaux, les navires classiques finalement à l'époque, navires de guerre, navires militaires tout à fait classiques. Et donc on a donc une trirème. Et est-ce que vous arrivez à lire ce qu'il y a marqué autour de la ligne de Grenitis? Alors, on a. Donc là, vous voyez, on va essayer de le faire ensemble. Alors, vous avez vu un N. Ensuite, oui. Un A. Bien. Il y a un petit point d'interfonction. Un A. Voilà.
Donc là, on a NT. Bon, je vous déjà que là, il y avait un truc. Alors, est-ce que vous arrivez à voir ou pas? On voit des. C'est vraiment pas avant le N. Donc, on va signifier la paire. Donc là, on a une lettre qui manque. Alors, int, ça n'a pas trop de. Donc là, vous avez aug, donc c'est quelque chose qui renvoie à une nomenclature. Int, on n'a pas trop de. Int non plus, c'est plutôt une fin de mot en int. Ça sera un verbe à la rigueur, la troisième personne du pluriel, mais bon, ça n'a pas trop de sens de mettre là. Pensez plutôt à un cognomen qu'on a vu tout à l'heure, qui commencerait par ein. Bon, du coup, comment ça, c'est Antonius. Alors, et là, bon, malheureusement, c'est pas Augustus, désolé, parce que du coup, c'est une pièce républicaine. Donc, il n'y a pas d'Auguste, mais c'est un Augur. Augur, si vous préférez ce qu'on avait vu pour le sénateur prétexta tout à l'heure, il était aussi Augur. Et bien là, pareil, c'est un Augur. Et alors, en dessous, vous ne voudrez pas le voir, c'est un R, P, C. Il y en a une plus grosse perte, c'est un. Hop, on a ça qui est parti, le I, parenthèse. Et leur RPC, là, je vais vous le donner parce que ça, sinon vous n'allez pas le trouver. C'est Rei Publicae Constituende. Alors, donc là, on a Antonius Augurus, Triumvir, Rei Publicae Constituendae, pour la reformation, pour la constitution de la République. C'est un adjectif verbal, donc en gros, ils le traduisent par pour la restauration de la République dans le manuel. Et donc, à l'avers, qu'est-ce que vous voyez? Là, on va commencer par les figures, hein, vous voyez les motifs. Alors, non. En tout cas, une figure aviaire. On brasse large. Hein. Quelque chose qui sera un motif voilà, aviaire, donc un oiseau certainement. Bon, après, Rome, on doute, voilà, souvent Rome, ça va être un aigle, on l'associe à l'aigle romain, voilà. Mais l'aigle, est-ce que c'est un vrai aigle? Est-ce qu'il est. C'est une sorte de signum, oui. Mais en fait, vous voyez les astres, pour le coup, on a des astres, c'est des étendards en fait. Vous en voyez, on en a deux sur les côtés et un avec ce qui est l'aigle entre les deux étendards. Donc, un étendard, un signum, deux étendards, des signa. Donc, on a trois signa finalement, dont un est surmonté d'une figure aviaire qui semble être un aigle. Donc, motif militaire romain assez classique. Maintenant, les lettres. Est-ce que vous. LEG. LEG. LEG, après le côté de la haste. Donc, leg, 13. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut vouloir dire ou pas? Ouais. Alors, ça se traduit par Legionis Tertium Decimum, pardon. Donc, c'est 13e légion. Et donc, est-ce que vous savez qui était donc ce fameux Antonius, commandant de la 13e légion? Exactement. Donc, Marc-Antoine. Marc-Antoine, donc là, symbole militaire. Donc, ça vous renvoie aux périodes des guerres civiles. Et donc, est-ce que vous connaissez les dates de la dernière guerre civile entre Marc-Antoine et Octave? Non. Oui, c'est. Donc là, ça c'est entre 32 et 30 avant Jésus-Christ. La pièce, elle date à peu près de 31. Donc, c'est vraiment la fin de la République. On a quelque chose, c'est la seule description républicaine qu'on a ce soir. Et voilà, donc là, c'est une pièce de monnaie
donc, de l'époque républicaine, frappée donc, par Marc Aurèle. Enfin, pas frappée par Marc Aurèle, mais donc, c'est une pièce de la guerre civile, de la dernière. Et maintenant, on va faire une dernière inscription dans une dernière pièce, qui est la dernière, donc RIC 1444. Là, qui est pour le coup beaucoup plus dégradée que celle-ci, et qui là est une pièce d'époque impériale, qui date du IIe siècle de notre ère. Je vais vous la projeter. Donc là, on voit beaucoup moins de choses, mais au moins, on ne saute pas tout de suite aux conclusions. Alors, est-ce que vous arrivez à deviner quelque chose sur le droit? Alors, un buste de profil tourné vers la droite, avec un, ouais, on voit une coupe de cheveux qui semble surmontée d'un chignon. Non, c'est difficile de dire si c'est une femme ou un homme. Bon, après, le chignon, c'est souvent un attribut féminin, mais là, pour le coup, donc ça semble, voilà, un buste féminin, donc de profil tourné vers la droite, avec un chignon. Alors, bon, si on avait les techniques pour étudier, on verrait même qu'elle porte, je ne sais pas si vous arrivez, on peut arriver un peu à le voir, un diadème. Et il est à peine visible, hein, je vous le concède, mais elle porte un diadème, en plus de son chignon. Et, bon là, vous ne le verrez pas, elle a bon, c'est classique, elle a un drapé, une toge, et donc on a le drapé qui apparaît un petit peu ici, là. Donc c'est un buste donc diadémé et drapé de femme avec une coiffure en chignon. Et là, bon, on n'arrivera pas à lire ce qui a marqué. Enfin, on voit des petites as, des petits. Mais pour le coup, je ne pense pas qu'on va arriver à voir ce qui a marqué, parce qu'il y a marqué son nom, tout simplement, qui est Faustina Augusta. Donc, cette Faustina Augusta. Et maintenant, l'avers qui est beaucoup plus intéressant. Souvent, le droit, c'est, voilà, vous voyez, c'est assez classique les deux fois. Bon, le navire encore, c'est un peu presque fantasque, mais souvent, c'est des bustes. Souvent, c'est voilà, le buste de l'empereur ou de l'impératrice, au moins la monnaie a été frappée, en tout cas pour l'époque impériale. Donc, souvent, il ne change pas, et c'est vraiment l'avers qui est beaucoup plus intéressant à étudier, beaucoup plus intéressant à décrypter que le droit, finalement. Alors, là, sur l'avers, pour le coup, on voit un petit peu mieux en plus. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Alors, une figure en tout cas féminine, de profil aussi, tournée cette fois vers la gauche. Elle semble assise en tout cas. On voit qu'elle est assise. On voit une petite forme se dessiner sur le côté. En tout cas, sur un siège. En tout cas, elle est sur un siège, sans point nature. Après, dire si c'est un trône ou quoi, c'est un peu compliqué quand on a des choses comme ça. Mais elle est accoudée sur un trône. Et en effet, on voit une figure. Bon, on peut dire que c'est un serpent, mais enfin, c'est un peu à l'évitante de zone quand même. En tout cas, une figure. Voilà. Oui, en vrai, c'est un serpent, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse voir vraiment le serpent distinctement quand on est comme ça. Donc, mais en effet, oui, c'est bien un serpent. Donc, c'est une figure féminine de profil assise sur un siège qui semble avoir un serpent au bout de sa main droite, alors que l'autre est accoudé sur le siège. Donc, en effet, elle nourrit un serpent. Et alors, le serpent, on le retrouve dans pas mal de représentations de divinités, notamment que ce soit Esculape, souvent relié aux divinités donc, de la santé. Parce que, bon là, ça vient du grec aussi. Ça, c'est un petit aparté totalement gratuit. Le pharmakon en grec. C'est à la fois le poison et à la fois le remède. Donc il a les deux significations. C'est pour ça que le serpent, être voilà, venimeux,
reste quand même associé à la figure de la santé. C'est vrai que ça peut être paradoxal pour le coup, mais enfin, voilà. En grec, le pharmacone, il a les deux sens, donc les serpents ont été associés à cette figure aussi, donc qui peut à la fois tuer et à la fois guérir en fait finalement. C'est voilà, petit aparté qu'on referme tout de suite. Et donc on a finalement en fait c'est la santé, c'est la déesse de la santé, enfin, en tout cas la représentation de la santé, qui est assise sur un trône, le bras gauche accoudé, avec en train de nourrir donc ce serpent. Et là cette fois on peut peut-être arriver à voir ce qui a marqué. Alors on va commencer là. Alors, on voit, il y a une lettre avant. Est-ce que vous voyez ce que c'est? En tout cas, on peut juste marquer pour l'instant que c'est. En tout cas, elle est à moitié effacée, donc on peut mettre une paire. En effet, c'est bien un A1. Ensuite, alors, L, U, enfin V, T, I, A. Ensuite, en fait, il y a marqué BG, point. Alors là, pour le coup, je ne suis pas sûr que vous arriviez à lire, mais. Et ensuite, pour le coup, ça devrait que lire après, je pense. Ouais, c'est bien un S. Et après, il y a un C. Donc ça, il est perdu aussi. Bon, là, il manque, je ne sais pas si vous pouvez deviner, il manque une lettre en fait. Avant un A, et faire l'outil, on fait un S sur l'outil. Donc ça, l'outil Augustae. Aug, ça envoie à l'impératrice, donc c'est du féminin qu'on peut développer comme étant Augustae. Et ensuite, le SC, ça va être Senatus Consulto. Donc là, c'est un renvoi au Senatus Consulte, c'est par Senatus Consulte. C'est pas vraiment le plus important. Le plus important, voilà, c'est savoir qui c'est et Senatus Consulto, ça veut dire juste d'après l'accord du Sénat, d'après le Senatus Consulte. Enfin, c'est-à-dire le Sénat ayant été consulté. Enfin voilà, c'est pas très important. C'est-à-dire que le Sénat, en tout cas, a donné son accord. Donc là, on a Faustine Auguste, Faustina Augusta, et alors Saluti, donc on a, vous trouvez le cas ou pas? Saluti Augusta, ça va quelqu'un en est? Alors Saluti, avec un I. Deuxième déclinaison. Ouais. Ou, ah oui, j'ai mis ici, pardon, excusez-moi. Mais c'est la troisième. La troisième. C'est du datif, ouais. Donc on a du datif et Augustae. Là pour le coup. Ouais. Donc on a un datif, troisième déclinaison, et un génitif. Donc saluti, du coup. Donc ça veut dire à la santé, d'où la figure de la santé. Hein. Et Augustae, donc de l'Augusta, de l'impératrice. Et est-ce que vous savez qui est donc cette impératrice Faustine Auguste? De qui elle est l'épouse? C'est l'épouse de Marc Aurèle. Donc là, on a une pièce qui voilà, date du règne donc, de Marc Aurèle. Là, c'est un sesterce, pardon. C'est du. Est-ce que vous connaissez la matière ou pas? Toujours quelque chose qu'on dit pour les. Quand on fait l'étude des pièces, on dit de quel métal est faite la pièce. Est-ce que vous le savez là ou pas? Ouais, c'est du bronze. C'est un sesterce de bronze. Donc dédié à l'impératrice Faustina Augusta, épouse de Marc Aurèle. Du coup, ça valait quoi une pièce, normalement, c'est comme la monnaie. Ouais. Il n'y a aucune valeur. Ah si, elles ont des valeurs. Après, le sesterce, c'est, je sais plus ce qu'il faudrait voir. Alors, il y a les as, les sesterces. Il y a un peu sur des recherches à l'époque, quel était le cours, parce que ça y a pas mal de modifications, je ne sais plus dire. Mais comment tu penses en jazz?
Ça va être la taille, le poids, la matière, enfin le métal peut varier aussi. Donc là, on a un sesterce et l'autre, c'était, je sais plus, ça devait être un. C'est aussi un sesterce, je crois. Les deux, c'était des sesterces. C'est-à-dire qu'il n'y a pas marqué sesterce, il n'y a pas marqué as, il n'y a pas marqué non. On sait pas marqué. Non, non, ça va jamais être marqué. Donc, ben voilà, pour le coup, là, voilà, on a fait les deux. Et vous voyez, finalement, c'est un peu le même schéma que l'épigraphie, en tout cas pour ce qui est de l'inscription. Après, c'est plus, voilà, là, il va y avoir une description plus importante sur le droit, sur l'avers, tout ça. Alors que l'épigraphie, finalement, le champ épigraphique, même si on commence toujours par décrire le champ épigraphique avant de commencer à traduire, c'est toujours comme ça. Donc, on commence toujours champ épigraphique, on commence description, ensuite retranscription, ensuite développement, et ensuite la traduction. Et ensuite, on va l'étudier, c'est-à-dire proposer une datation, dire ce qu'elle nous dit, pourquoi elle est intéressante. Et donc voilà, c'est toujours comme ça que ça va se présenter. Alors pour les pièces de monnaie, ça va être vraiment assez différent. On va étudier donc le droit et l'avers, chacun à part. On va aussi dire, voilà, on va proposer une proposition de datation, l'axe, donc l'axe des coins, c'est-à-dire la façon dont on la retourne, si elle est symétrique ou pas, si quand on la retourne, elle est inversée, de 3/4 ou quoi. Pareil, pour le coup, on connaît les ateliers de ces pièces, pas toujours le cas. Là, on sait qu'elles ont été faites à Patras. Donc, je ne sais pas si vous savez où c'est Patras, c'est en Grèce. Je ne vais pas dire de bêtises, en Achaïe, je crois. C'est au nord de l'Achaïe, ouais, c'est ça. Et donc, voilà ce qui diffère, mais sinon, au niveau des inscriptions pures, ça reste que voilà, beaucoup de décodage, beaucoup d'abréviations qu'il faut connaître ces trois premières déclinaisons, et après, finalement, on peut à peu près tout comprendre. Oui. Est-ce que sur les pièces, il y a des trucs sur les tranches? C'est assez rare. Soit elles peuvent être ornées ou quoi, mais ça dépend déjà de l'épaisseur de la pièce. Parce que souvent, c'est des pièces qui font voilà, souvent quelques millimètres grand maximum. Donc, ça va être assez difficile de graver des lettres. Par contre, c'est possible des fois qu'elles soient un petit peu ouvragées, un petit peu travaillées, mais c'est assez rare. Ça dépend de l'atelier, ça dépend de. Voilà. D'autres questions? Sinon, je ne sais pas quelle heure il est 55, donc on est à l'heure. Si vous avez des questions, sinon, je vous libère. Et juste, oui. En fait, là, on a fait beaucoup d'inscriptions, etc. dans tous les sens, mais est-ce qu'il y avait aussi des graffitis comme ça, on voit des dessins ou ce genre de choses typiquement sur les murs. Ah oui, il y avait, ça peut être vraiment, enfin, faut pas, c'est vraiment, en fait, on n'a rien inventé. Hein. Les inscriptions style toilette devant autoroute, par exemple, on en a à Pompidou, on en retrouve, pour le coup, on en a. Il n'y a pas de souci, on n'a rien inventé. Les inscriptions grivoises, des machins, on en a, il n'y a pas de souci. Ça, on en retrouve, des petits dessins, des petites insultes, tout ce que tu veux, tu peux en retrouver. Mais voilà, si vous n'avez pas des questions, c'est bon. Si tout a été clair, s'il n'y a pas de points à éclaircir. Est-ce que toi, ça va? Merci à toi. Je vais quitter la réunion du coup. Et à bientôt.